Dimanche 21 décembre 2025, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce matin pour votre programme Grand Débat sur CAM10 Télévision. Vous faites bien d'être des nôtres. Débattre et pas se combattre, c'est le lieu pour échanger la pluralité d'idées afin de faire prospérer le Cameroun avec chacun de ses fils. Le Grand Débat, vous le savez, 11h, 13h sur CAM10 Télévision, on échange en toute cordialité. Des thématiques à aborder sur ce plateau, elles sont au nombre de deux. La première, nous allons parler de l'actualité la plus récente encore, l'élection des présidents des conseils régionaux. Les 10 sont connus désormais après un processus assez houleux dans certaines régions, notamment l'Est et le Sud du Cameroun. On en parlera avec nos invités, non de masse, mais de qualité, qui nous font encore confiance ce dimanche matin. Nous parlerons bien évidemment de l'enjeu du quinquennat à venir, de ces conseillers régionaux, des exécutifs pouvoirs. Véritablement, la décentralisation sera véritablement mise en marche pour ce deuxième mandat à eux consacré. On en parlera bien évidemment. La deuxième thématique, football oblige, parce que la date s'y est. Nous sommes le 21 décembre 2025, jour d'ouverture de la CAN 2025 au Maroc. Les Lions indomptables y sont. Quelles sont les chances de nos valeureux joueurs de l'équipe camerounaise? Entre enjeux et défis, entre chance, inquiétude, ou alors on verra de quoi on pourra s'attendre venant des performances de nos Lions indomptables déjà au Maroc. Voilà deux thématiques assez importantes pour vous ce matin pour le grand débat sur CAM10 Télévision. Poursuivez les débats d'où vous nous regardez et n'hésitez pas à interagir entre vous. C'est ça l'objectif de ce débat sur la républicaine. Bienvenue une fois de plus au grand débat. Nos panélistes qui nous font l'honneur d'être des nôtres sur ce plateau du grand débat du 21 décembre 2025, ils sont là, déjà bien installés. Nous allons dévoiler leur visage tout simplement. Mephiré Abakar, vous représentez ce matin la société civile. Bonjour et bienvenue au grand débat. Qu'il me soit permis, Myrial, à vous de vous prier d'accepter nos sincères et dévouées salutations. Et peut-être par anticipation, comme on dit, les vœux les meilleurs. C'est juste pour dire, parce que c'est une tradition, qu'il nous soit permis également, avec la même déférence, de saluer l'ensemble des frères que nous retrouvons avec beaucoup de joie sur votre plateau, qu'il nous soit surtout permis de faire un clin d'œil particulier, question de renouveler notre contrat d'amitié avec les téléspectateurs de CAM10 TV, plus précisément ceux du grand débat pour qui nous sommes encore là ce dimanche, parce que nous, on n'a jamais cessé de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons le bâtir, ce pays qui nous est cher à nous tous, dans la pensée de différence, bien évidemment. Et Muriel, on dit que ce n'est pas de tradition, lorsque c'est pas une habitude chez nous, avant d'arriver sur votre plateau, je discutais avec des frères sur une situation qui nous concerne, qui m'ont dit vraiment de le dire ici, partager avec les autres Camerounais, qu'il faut dire à ceux qui dirigent nos institutions, qu'elles soient publiques ou privées, que dans une entreprise, le salaire pour un travailleur relève du sacré. Donc, ça doit être la dernière des sanctions. On ne touche pas au salaire du travailleur pour un bonjour qui a manqué le matin, parce que ces frères-là, dans une entreprise où ils sont quelque part, ou même quelque part nous passons, quelqu'un qui est membre de l'administration a décidé de dire que parce que vous n'avez pas fait ci, depuis 2 mois, ils n'ont pas leur salaire. Je tenais justement à payer cette dette parce qu'ils me l'ont dit que vraiment le salaire est sacré. Il ne faut pas toucher au salaire des travailleurs n'importe comment pour des raisons qui ne sont pas, on va dire, rationnellement et même légalement fondées. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau. Voilà, à votre suite, on dit bonjour et bienvenue au grand débat sur CAM10 Télévision à Jean-Baptiste Sanfona Temengue, maire
maire de Ngoumou. Vous venez de la part de la formation politique RDPC. Bonjour. Bonjour et je salue les copanélistes ainsi que vos téléspectateurs à qui je souhaite bon dimanche avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici à Camdis. Et un bonjour particulier à mes citoyens de Ngoumou qui me regardent sûrement. Merci à vous, monsieur le maire, d'être sur ce plateau du grand débat. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue au grand débat, à celui-là qui représente sa formation politique, l'UDC. Nous parlons ici d'Emmanuel Benoun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs que nous avons l'amitié de nous regarder tous les dimanches. Je me sens honoré de venir discuter des problèmes de la cité. J'espère que nous serons à la hauteur de ce débat. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation pour ce rendez-vous qu'on ne saurait manquer pour la gouverne des fidèles téléspectateurs que vous êtes, le grand débat qui permet d'échanger les différents points de vue, mais un seul vœu, comme on aime bien à le rappeler sur la républicaine, la nation camerounaise debout avec chacun de ses fils portant à cœur notre beau et cher pays, le Cameroun. Roger Kiek, journaliste politique, est également des nôtres ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. C'était un plaisir. Je ne pouvais pas manquer l'invitation. Je salue le panel et surtout mon frère, monsieur le maire, un frère et ami de longue date que je retrouve ici avec plaisir. Je salue ces populations à Ngoumou et surtout à Oving, où je vais souvent. Il y a un patriarche là-bas qu'on appelle Zibia Mougou, qui connaît très bien. Je salue le patriarche, je salue la République et par anticipation, je voudrais adresser mes souhaits de bonne fête de la nativité à tous les téléspectateurs de votre prestigieuse chaîne de télévision. Je salue le top management. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu présent à cette invitation pour le grand débat dans l'attente de celui-là qui représentera sur ce plateau la FECAFOOT. Nous parlons de Fidel Castro. Nous allons tout simplement lancer les hostilités quant à ce qui nous rassemble ici ce matin. La première thématique annoncée, on en sort. Bien évidemment, les 10 présidents des conseils régionaux du Cameroun sont connus. Processus assez houleux, beaucoup d'encre et de salive ont coulé. Il faut le dire, Roger Kiek. Oui, c'est ça aussi la démocratie de chez nous, avec ses tares. Vous avez bien observé que là, il s'agissait davantage de bataille entre RDPCistes, parce que dans la majorité des cas, le RDPC était contre le RDPC. Effectivement. Mais ça n'a pas été facile. Et ça rentre dans la logique d'un certain nombre d'observations que nous formulons depuis de très longues années. Mon frère et ami Charles Ateba Aîné, avant de décéder, avait commis un livre intitulé « Le RDPC, la grande indiscipline et ses conséquences ». C'est un petit ouvrage comme ça. Ateba Aîné voyait déjà le drame venir. Et il avait, sur un plateau que j'avais organisé en son temps, il m'avait dit, tu sais, les commerçants qui sont au comité central du RDPC ont fini par mettre le président national en porte-à-faux avec ces vrais militants que nous sommes. Vous savez qu'Ateba était non moins membre suppléant du comité central du RDPC. Et vous avez vu quand même dans le sud que le gouverneur de région et le chargé de mission du comité central du RDPC ont été contraints de recommencer une fois, deux fois, presque trois fois le même processus. Vous savez, la décentralisation est la forme de l'État que nous avons choisie au sortir d'une crise sociopolitique. Et après, une discussion, un dialogue, des débats. On a dit non au fédéralisme, oui à la décentralisation. Qui signifie quoi? Le transfert de pouvoir, de compétences et surtout de moyens financiers de l'administration centralisée ici à Yaoundé vers les autorités, les personnes morales désignées à ces fonctions dont on venait de parler là au niveau de la base. Vous avez vu que le développement a été plombé parce que quelquefois les budgets sont centralisés à Yaoundé. J'ai vu monsieur le maire d'Ongoumou se battre
pour remettre la toiture dans un lycée de sa circonscription de compétences, quelquefois en recevant des coups foudroyants des ministres et de l'administration centrale restés à Yaoundé. Maintenant, ceux qui ont plombé le développement de la base à partir de Yaoundé sont en train de devenir chefs traditionnels. C'est-à-dire les ministres qui ont fait 20 ans, 30 ans sont déjà des chefs traditionnels. Et vous voyez des gens qu'on n'avait pas vu s'intéresser à la base depuis longtemps, courir pour aller briguer ces fonctions-là. Est-ce que les mêmes ne vont pas plomber de nouveau le développement au niveau de la base? Parce qu'en réalité, la force de ces partis politiques-là, c'est les populations de la base. C'est-à-dire le phénomène des personnalités ressources, des élites venant de la ville pour venir dicter la loi aux populations de la base est une tare, un problème longtemps dénoncé, y compris par le président national du RDPC qui critiquait et stigmatisait le phénomène des états-majors en son temps. Alors, vous avez vu dans le sud, à l'est et dans certaines contrées du pays, Oui. des plis fermés, des enveloppes kaki arriver. Vous avez vu des individus que vous n'avez jamais vus par le passé s'intéresser aux problèmes des citoyens à la base, atterrir pour être portés à la tête de ces institutions qui vont brasser des milliards en grande quantité, des milliards censés servir le développement de la base, censés transformer nos villages et nos périphéries pour en faire des poumons de notre développement. Eh bien, c'était triste. C'est aussi ça la démocratie. Elle est très jeune chez nous. Nous avons encore du chemin à faire. D'accord. Emmanuel Benoun, votre regard du processus en lui-même quant à l'élection des exécutifs des conseillers régionaux, il faut dire que ce fut véritablement une bataille au sein du RDPC. Bataille pour les populations peut-être, mais que comprendre concrètement au final? Écoutez, nous avons la faiblesse de penser que le salut viendra certainement pas des partis d'opposition comme on le pense, mais certainement du RDPC lui-même. D'abord, il faut noter que le RDPC est entré en démocratie à reculons. Il ne vous a pas échappé, peut-être vous étiez très jeune, qu'il y a des gens qui ont marché ici contre la démocratie, contre le multipartisme. Il y a même des messes qui ont été dites à la cathédrale contre le multipartisme. Vous voyez donc que ces gens qui étaient réfractaires au changement ont de la peine à revêtir, n'est-ce pas, les peaux des démocrates. Alors, ce qui s'est passé au sud, je crois que ça a été bien le fait que je dis que le RDPC est difficile. Nous, à l'UDC, nous souffrons de ce manque de démocratie dans le Noun. Hein, vous avez vu à Fumban, l'UDC a été exclu du conseil régional parce qu'on nous dit que les instructions sont venues de Yaoundé. Et même au niveau de la dirigeance même de cette élection, vous savez que la loi dispose que il y a un doyen d'âge et il y a le conseil le plus jeune qui est du Noun. Même là, on a tordu le cou à la loi. Donc j'ai dit, pour revenir à ce que vous dites, à ce qui s'est passé, pas seulement au sud, hein, il y a dans d'autres régions, des conseillers qui ont pris des libertés par rapport à ce pli dont mon cher Roger qui parlait tout à l'heure, qui vient de Yaoundé et qui ne tient pas compte des réalités de la base. Soit dit en passant, vraiment, je reconnais le maire que j'ai vu à plusieurs occasions poser des actes dans sa commune qui vont parfois à l'encontre des volontés de certains des militants de son parti. Ça, c'est quand même une aberration que quelqu'un qui veut travailler pour le bien de la population parfois a des crocs en jambes parce que certaines personnes pensent qu'il va retirer les dividendes et l'aura qui le permettra peut-être d'être réélu. Donc on a vu ce qui s'est passé au sud, c'est vraiment un camouflet à ces hautes instructions et assez plus fermées. Et je crains que pour les élections qui arrivent, les municipales et les législatives, ce soit un signal. J'ai vu l'éditorial du Doppel, du directeur des organes de presse du RDPC, qui a dit que c'est un mauvais signal. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inspirer de ce qui s'est passé pour dire désormais, c'est la base. On ne tient plus compte
de ces autres instructions. On a aussi peur que peut-être les têtes vont tomber parce que il faudra bien que on fasse peur. Ou alors, on agit le chiffon rouge pour ceux qui auraient des velléités de suivre le modèle qui s'est passé à Ibolova. Mais je continue à penser que le parti au pouvoir doit comprendre la volonté des populations. On a déjà entendu beaucoup de responsables du RDPC disent qu'ils sont écrasés par les instructions qui viennent de la hiérarchie. Et comme disait toujours Kiek, il y a un militant du RDPC, l'ancien maire Oui, il peut sortir par là. d'une ville, d'une commune de Yaoundé, qui disait que le comité central est un comptoir où se marchandent, n'est-ce pas, les postes. Vous voyez donc que les gens ne sont plus d'accord avec ces méthodes d'un autre âge. Les gens veulent des personnes qu'ils connaissent, qui posent des actes comme celui qu'on a vu à Ibolova. Mefiere Abakar, en attendant, entre-temps, le regard des populations lorsque le processus se veut être assez discuté, qu'est-ce qu'on peut percevoir concrètement comme message? Le message qu'on peut percevoir pour répondre directement à la question, c'est d'abord justement le réveil de la population qui finit par observer la longue et éternelle rupture qu'il y a entre le haut et le bas. Le haut, justement, ce sont les dirigeants, et puis finalement, ceux qui sont là pour guider l'intérêt général dont la population, surtout au niveau le plus bas, devrait être le maillon essentiel. Donc il y a comme finalement une sorte de révolte qui finit par s'exprimer à tous les niveaux. Et cette révolte, intuitive personnelle, nous pensons qu'elle est nécessaire et utile. Le frère qui nous a précédé venait de dire que la démocratie semble être le modèle que le Cameroun, peut-être suivant la marche du monde, a suivi comme étant ce modèle qui peut le mieux épanouir justement le peuple. Et la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Le peuple devrait donc occuper une place centrale. Le processus qu'on vient de vivre, finalement, nous avons parlé de révolte, c'est positionné comme une sorte de pérennisation de ce refus de ce modèle que nous avons choisi depuis le haut. Parce qu'il faut le dire, nous savons que le leader central du Cameroun, dans un discours qui est resté célèbre, a choisi de dire qu'on doit retenir de lui celui qui a apporté la démocratie. Mais on se rend compte que ceux qui doivent être les phares, les lumières de cette démocratie ne brillent pas toujours par le bon exemple. D'ailleurs, à titre personnel, nous avons perçu ces dernières élections régionales comme une sorte de, on va dire, c'est pas de méchanceté qui fait qu'on refuse d'avancer. À titre personnel, nous avions pensé que vraiment pour que ça ressemble à une élection sur ce plateau, on a dit que finalement, on est en démocratie, mais on a vécu une élection entre oui d'un côté et yes de l'autre. RDPC contre RDPC, c'est comme si on met oui de l'autre côté et non. Oui, mais finalement, il faut applaudir si même entre oui et yes, il y a quand même des voix qui se lèvent pour dire que non, trop c'est trop avec ce qu'on vit là depuis. Mais pour nourrir notre démocratie, nous pensons que quand même, on aurait observé ce qui est minimal, l'élégance politique. C'est-à-dire qu'avant la présidentielle, on aurait quand même fait des élections municipales parce que c'est la loi. Il fallait le faire parce que nous interprétons d'ailleurs la loi comme celle qui dit que même le président, il a le droit de proroger le mandat et des députés et des conseillers municipaux, mais il faut qu'il y ait des raisons majeures. Ces raisons majeures, on les a pas perçues. Nous avions pensé que si on avait fait les élections municipales avant l'élection présidentielle, peut-être que les élections régionales auraient eu un sens démocratique un peu plus nourri. Elles devraient être un peu plus discutées. Mais malheureusement, on a donc choisi ce régime de la mêmeté, de la continuité qui fait que on refuse d'apporter le minimum qui peut être utile pour tout le monde, en commençant par le petit peuple. Et à la fin, ces élections, la seule chose
que, à titre personnel, nous pouvons retenir, c'est le fait que ces voix discordantes à l'intérieur du RDPC constituent un argument de poids de nature à ratifier la préférence pour dire qu'il y a un problème avec ce qui est crié tous les jours comme étant le régime politique que nous avons choisi, à savoir la démocratie. À l'intérieur du RDPC, lorsque des voix s'élèvent, cela voudrait dire qu'il y a un temps d'arrêt qu'il faut marquer pour justement enfin se questionner et prendre la meilleure direction. Moi, j'ai donc applaudi pour le Sud. J'ai vraiment applaudi lorsqu'à l'intérieur, vraiment des voix se sont levées pour dire non. Et puis finalement, on a vu comme l'enseignement pédagogique a tiré, c'est qu'à un moment, ça peut être mal compris sur votre plateau, il faut accorder au peuple ce que l'autre appelait le droit de contestation. On l'a vu à l'intérieur du RDPC, les militants ont dit nous avons le droit de contestation. Même si ça vient du prétendu comité central, c'est nous là-bas, c'est nous les militants, nous avons le droit de contestation. Et partout où les gens ont contesté, nous avons pensé c'est quand même des éléments, même si ces éléments sont insignifiants, qui montrent quand même que cette démocratie doit se construire parce que nous faisons la démocratie au Cameroun, le dos tourné à la démocratie. La démocratie, ce sont les règles, ce sont les normes que nous avons acceptées. Donc à tout moment, lorsqu'on dit tout c'est le comité central, quelques individus qui consolident le modèle camerounais, qui est celui qui fait que depuis le lendemain des indépendances, un petit bloc historique, une petite nomenclature s'est pratiquement approprié le pays avec tous les privilèges qui vont avec. Et cela est finalement recopié comme modèle à toutes les instances. Au comité central, quelques individus pensent que c'est nous devons décider de tout, on doit tout imposer et les autres n'ont rien à dire, même si on les frappe, ils doivent simplement supporter. On aura compris votre point de vue, votre première prise de parole sur ce thème-là. Il faut dire que néanmoins, les 10 présidents des conseils régionaux sont connus. Pour la région du centre, Gilbert Timi Evuna. Pour le littoral, le Polycarpe Mbanlok. Pour l'ouest, Jules Hilaire Foka. Pour le nord-ouest, Frou Fobushi Angwafo 3. Pour le sud-ouest, Bakoma Elango Zaches. Pour le sud, Éric Gervais Ndo. Pour l'est, Wamane Mbele. Pour la Damawa, Aliou Issa. Le nord, Omarou Ousmanou. Et enfin, l'extrême nord, Aman Diallo. Voilà les 10 présidents des conseils régionaux du Cameroun. Avant de passer la parole à monsieur le maire, on va accueillir tout d'abord le représentant de la FECAFOOT sur ce plateau qui est déjà arrivé, Fidèle Castro. Bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à ton riche et très beau panel. Je voudrais avant toute chose présenter mes excuses d'abord à vous pour le léger retard que j'ai accusé, si vous voulez le très grand retard, et également à votre panel et surtout à tous ceux qui nous font l'amabilité de nous suivre ce dimanche. Le retard est dû pour des raisons d'incompréhension parce que j'ai pensé que l'émission commençait plutôt 11h30. Oh que non, 11h, 11h pile. Du moins, voilà, excuse acceptée, du moins accueil à chaud. Quand même, nous parlons déjà de l'élection des présidents des conseils régionaux. On en sort, bien évidemment, processus assez houleux, mais finalement, on les a, les 10, ils sont connus de tous. Votre regard, quel message est-ce que cela vous aura fait comprendre? Quelques secondes. D'abord, c'est l'expression de la démocratie qui s'est dégagée parce que je voudrais en premier temps féliciter les équipes des élections Cameroun et les CAM si vous voulez parce que ils viennent là de terminer une deuxième élection. La première était celle de la présidentielle qui était organisée avec brio et la deuxième est celle des régionales qui viennent de s'achever. Donc je pense que s'il y a une leçon à retenir, c'est bel et bien qu'au Cameroun on a un organe indépendant qui est en charge d'organiser les élections. Et je pense que peut-être nous ne suivons pas assez. Vous allez simplement donner les noms de ceux qui ont été élus, mais comment tout cela a été organisé. Je pense qu'il faut féliciter les organes qui ont été mis en place pour organiser ces élections-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais retenir, c'est que, est-ce qu'il y a eu élection? Je dis, effectivement, il y a eu élection. Maintenant, tout le monde connaît le processus électoral. Tout le monde connaît les conditions qui accompagnent ce processus électoral-là. C'est une élection indirecte. C'est pas une élection directe. C'est une élection indirecte qui concerne un collège d'électeurs bien spécifique, notamment les conseillers municipaux dont j'ai là, même s'il a la casquette aujourd'hui de maire, mais il est d'abord un conseiller municipal qui est à côté de moi, mais également les autorités traditionnelles. Et je pense que les choix ont été faits dans les différents partis politiques. Maintenant, ce qui, moi, m'a posé problème,
c'est qu'on aurait pu organiser ces régionales-là après l'élection municipale et législative. Malheureusement, le pouvoir en place a décidé de faire plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a préféré consolider les acquis au lieu d'aller vers une véritable démocratie, comme on le souhaiterait aujourd'hui au Cameroun. On est là, ils ont été élus. Maintenant, la dernière mandature était celle de la mise en place. Ils n'ont pas beaucoup travaillé parce que... c'est votre regard, oui. Ils n'ont pas beaucoup travaillé, oui. Non, c'est le regard de tous les Camerounais. Souvenez-vous que les premiers budgets qui ont été alloués, c'était les budgets de mise en place et de fonctionnement. Ils n'ont pas beaucoup. Si je vous posais la question, même si c'est vous qui posez la question, quelle est la réalisation du conseil régional du centre? Beaucoup de Camerounais vont vous poser la question, mais on ne sait même pas s'il y a un conseil régional au centre. Personne ne connaît. Donc aujourd'hui, la mandature actuelle est celle du développement des infrastructures. Parce que tous les Camerounais tirent. Quand je passe en route là, quand j'arrivais tout là, tout le monde tire sur le maire de la ville. Le maire de la ville, le maire de la ville, le maire de la ville. Mais personne ne va vous dire qu'au-dessus du maire de la ville, il y a un président du conseil régional qui gère toute la région du centre. Quel est Monsieur Gilbert Chimibuna qui vient d'être réélu pour 4 ans. Pour me donner la réalisation du maire Gilbert Chimibuna pendant ces 4 années qui viennent d'avoir. 5 ans. Oui. C'est 5 ans qui viennent d'avoir? Non. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont là la mandature des réalisations. Et on va les juger au bout de 5 ans. Le maçon qu'on attend au pied du mur. Mais je me reprends pour terminer en disant que j'aurais souhaité que ce soit les nouveaux conseillers municipaux qui élisent ces nouveaux président de conseil régional. D'accord, oui. Par exemple. Monsieur le maire, enfin, on vous passe la parole. Vous l'aurez compris, tout le monde devrait s'exprimer avant de passer la parole au RDPC. Il faut dire que le RDPC n'a jamais été autant sur la sellette. Beaucoup de dits, beaucoup de non-dits, mais au finish, on a nos 10 présidents des conseils régionaux. Mais si on revenait sur ce qui s'est passé notamment dans les régions du sud et de l'est Cameroun, finalement, on avance l'argumentaire de la discipline au sein du RDPC. Bon, la discipline, c'est vrai, mais il y a aussi la démocratie au sein du RDPC. C'est un rassemblement démocratique et la démocratie fait partie de ses objectifs statutaires en l'article 2. Ce qui veut dire que si un camarade ne naviguait pas dans la direction de la démocratisation au sein du RDPC, il pourrait être sanctionné. Alors, je ne dis pas que tous nos camarades sont de parfaits démocrates, oui. Mais je pense quand même que quand on est militant du RDPC, on a déjà vécu beaucoup de moments démocratiques où la base a décidé. Moi, personnellement, j'ai toujours été élu démocratiquement au sein du RDPC, soit pour diriger un organe de base, soit pour être investi comme conseil municipal, comme c'est le cas actuellement. Le problème des investitures, c'est qu'il y a deux lectures du terme investiture en général. L'investiture est une prérogative du parti. Parce que nous avons, de par la Constitution, une démocratie des partis politiques. En dehors de l'élection présidentielle, en réalité, toutes les autres élections qui a laissé la porte à une possibilité de candidature indépendante, toutes les autres élections, vous ne pouvez pas vous présenter si vous n'êtes pas investi par un parti politique. Donc, tous les partis politiques investissent des candidats selon des modalités internes définies par les instances dirigeantes des partis politiques. Au RDPC, nous avons évolué à un moment, effectivement, parce que lorsque vous avez plusieurs, et c'est légitime, plusieurs aspirations à être conseiller municipal ou député ou sénateur ou toutes ces fonctions électives au sein du parti, les militants souhaitent souvent avoir leur mot à dire. Parce que c'est ça le problème, l'écueil de la démocratie représentative. Ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est qu'à un moment, lorsque vous mettez en place une démocratie de partis politiques, les partis politiques ont tendance à dessaisir la souveraineté du peuple. Et le peuple ne se reconnaît plus aux élus qui sont désignés par le parti politique. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettent, et c'est l'intérêt à long terme du parti politique, de mettre en place des mécanismes qui permettent que les représentants du parti à toutes les élections soient ceux connus et voulus par les électeurs. Et c'est cette gymnastique-là que nous menons à l'intérieur du parti. Je pense que pour les municipales, les législatives,
les règles du jeu lors des circulaires, les lettres circulaires successives ont évolué vers la prise en compte des sentiments, des volontés des militants de base. Il y a des limites à cela. Parce que quand on dit démocratie, il faut faire attention, il y a des limites à cela. Et je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre. Si je vous prends un exemple, vous savez que les jeunes et les femmes ont très peu de ressources pour évoluer en politique. Et lorsque vous regardez les investitures du parti, juste après le multipartisme, vous allez voir que lorsqu'on a instauré en 97, par exemple, des primaires intégrales où les militants choisissaient de façon libre leurs candidats, vous avez vu les femmes, le nombre de femmes représentant le RDPC à l'Assemblée nationale a diminué de moitié. Oui. Voilà. Et donc, il fallait trouver des mécanismes qui permettent aux jeunes et aux femmes qui sont majoritaires dans la société d'être représentés face à cette difficulté de la démocratie. Parce que la démocratie nécessite des ressources. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des ressources immatérielles. Et on a vu aussi l'autre écueil, c'est que lorsqu'on a instauré cette démocratie intégrale pour l'investiture, il y a eu beaucoup de personnalités à la moralité douteuse. À l'époque des Feman qui achetaient tout le monde et étaient investis comme députés pour avoir bénéficié de l'immunité. Ça, ce sont des écueils d'une démocratie intégrale. Donc, il faut trouver un équilibre qui permette à la fois une bonne représentation sociologique. Vous avez des territoires, par exemple, si vous prenez le Vouri. Le Vouri est un territoire politique très sensible. Très sensible. Donc, l'intérêt du parti dans ce type de territoire, par exemple, c'est de garder un équilibre acceptable entre les composantes sociologiques. Si vous laissez faire une démocratie intégrale avec des primaires, vous allez vous retrouver probablement avec des pans entiers de la société non représentés dans les conseils municipaux et comme députés. Donc, et ça, c'est une responsabilité du parti. Donc, je pense qu'il faut promouvoir la démocratie, c'est vrai. Oui. Prendre en compte tout le temps ce que pensent les militants et sanctionner aussi les grands camarades qui souvent viennent avec même pas des enveloppes, mais qui viennent avec leurs idées reçues. Des idées reçues. Pour imposer des amis, des copains, des copines. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous savez, il y a un problème qui se posait au sein du parti. Vous aviez des familles pratiquement omniprésentes et ce démocratiquement désignées. Lorsqu'il y avait des primaires, on avait eu le mari était DG, la femme députée, le fils conseiller municipal, tous élus démocratiquement parce qu'ils avaient des ressources et qu'ils arrivaient à corrompre tout le monde. Ça, au niveau du parti, par exemple, on a estimé que c'était pas possible, qu'il fallait introduire la notion de partage. Donc, il y a une nécessité toujours d'évoquer une sorte de discrimination positive pour qu'il y ait une démocratie qui dure. Il y a une démocratie qui dure. Au sein du parti, oui, parce que à court terme, vous pouvez avoir le sentiment qu'on a désigné de bonnes personnes, mais en réalité, le parti va payer le prix. Ensuite, il y a des circonscriptions qu'on a perdues parce que les gens d'une même famille, bien qu'ayant gagné démocratiquement, ben, les autres qui n'ont rien à dire ont dit, bon, vous allez rester avec votre famille, nous on va voter, on va désormais voter pour vos adversaires politiques. Et nos adversaires politiques venaient mener campagne en disant, vous êtes des esclaves, vous votez pour une même famille, donc tout ce département appartient à une seule famille. Si vous voulez, vous voulez vous libérer, venez vers nous. Et on perdait les circonscriptions. Donc il y a une notion de partage qu'on a introduite. Et c'est cette notion de partage qui doit aussi prévaloir lors du choix de certaines personnes. Je ne veux pas justifier l'injustifiable par rapport au choix, à certains choix du comité central. Ça, c'est clair, il faut prendre en compte ce qui est, ce que pense le peuple. Parce que là même où on a, comme c'est le cas au sud aujourd'hui, je vais citer, là où il y a un problème, c'est que le candidat proposé, pour faire une sorte d'équilibre régional. Ce candidat, le département, les conseils régionaux du département
qui devait bénéficier de cette sorte de discrimination positive ne le voulaient pas lui. Les gens de ce département même ne le voulaient pas. Donc ils préféraient quelqu'un d'autre. Si le comité central avait consulté les gens de ce département, la vallée d'une thème, que bon, voilà la situation. Le président sortant, visiblement, personne ne le veut plus. Mais est-ce que vous avez quelqu'un à proposer? Ils auraient proposé quelqu'un d'autre. Donc, et c'est là le problème. Et ensuite, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Quand bien même vous voulez qu'il y ait ce partage, vous dites à l'autre camarade, bon, camarade, on sait que tu peux gagner, mais on t'utilisera ailleurs. Et c'est comme ça, parce que nous sommes une famille politique et chacun doit avoir un rôle à jouer, surtout les gens qui sont populaires et qui peuvent porter le parti vers la victoire. On vous aura là-dessus, monsieur le maire, mais avant d'avancer dans le débat, dites-nous quand même, certains le disent, y aurait-il une crise au sein du RDPC? Non, il n'y a pas une crise. Là, c'est pas la première fois que des camarades contestent le choix du haut des instances dirigeantes. Ça s'est passé Moi-même, j'ai été élu face à une liste qui est venue une deuxième fois se présenter devant le préfet qui présidait la session de plein droit, et ses camarades ont été sanctionnés. Et dans ces cas, le parti fait généralement preuve de discernement et voit où est-ce que il faut prendre des mesures de sanction, des mesures disciplinaires ou pas. Mais la loi permet à chaque camarade de se présenter dès lors qu'il est dans un organe délibérant. Ensuite, c'est au parti de voir dans quelle mesure sa revendication était légitime ou pas. Parce que par moments, c'est en amont qu'on crie des injustices aussi vis-à-vis de certains camarades. Voilà. Donc, le parti va examiner les situations qui ne sont pas les mêmes à l'extrême nord, comme à l'est, comme ici. Il y a eu des cas justement comme à l'est où le candidat proposé par le parti a gagné face à quelqu'un qui estimait que lui aussi pouvait être président. Donc, il y a des cas où le choix des instances dirigeantes coïncide et dans le même sens que la majorité de la base. Et ça a été le cas dans 8 régions. Bien évidemment. Voilà. Roger Kiek. Oui, alors, nous parlons ici de transformation démocratique par la base. C'est très important. Hein? Et le président de la République, qui est par ailleurs président national du RDPC, avait publiquement dit que pour ce septennat qu'ils viennent de gagner là, les femmes et les jeunes doivent participer à la gouvernance locale. Il l'a dit publiquement. Et selon l'ONU Femmes, le Cameroun a aujourd'hui 51% de femmes comme composante essentielle de sa population. 51% de femmes. Et si vous prenez les jeunes, ils sont plus de 75%. On veut que cela se reflète dans l'implémentation politique sur le terrain. Sinon, la parole du président de la République et par ailleurs président national de leur formation politique n'a pas de poids. Alors, dans la géopolitique locale du Sud profond, les Ntoumou et les autres, la vallée d'une Thème qui est proche de la Guinée équatoriale et du Gabon, accusent le département du Dia-et-Lobon et le département de l'Anvila de confisquer des affaires, la gestion des affaires, depuis que Sa Majesté Gérard Ondondon a été jeté en prison. Et quand on est des politiques, surtout des patrons du parti à partir de Yaoundé, il faut savoir formuler des réponses concrètes à ce genre de préoccupations. On ne peut pas avoir le Dia-et-Lobo qui tourne partout. Bon, alors, moi j'ai vu une jeune dame candidate là-bas se plaindre, quoi, en disant qu'elle est victime d'un délit de faciès ou de patronyme. Cathy Meba, la nièce du président de la République. Vous savez, c'est une femme dynamique. Moi, je la vois travailler. C'est une bosseuse. Mais il ne fallait pas qu'on la présente là-bas simplement comme nièce du président de la République, parce qu'on veut voir les gens travailler. La base veut voir ces gens-là proches d'elle pendant longtemps. On voit votre parcours, on vous suit. Et donc, elle méritait peut-être, en tant que femme, et femme dynamique, d'être portée à la tête de cette structure-là. Elle est finalement première vice-présidente. Mais non, mais ce qui est gênant, c'est parce que son père était dans la salle. Le frère du président de la République est venu là-bas. Vous savez,
moi, en tant que journaliste politique, j'ai observé Oui. le fonctionnement de ce parti-là. C'est des hommes de l'ombre. Hein. Le papa, là, c'est un monsieur toujours dans l'ombre, très discret, très efficace. On n'avait pas besoin de l'amener là-bas. Enfin, on n'a pas besoin parce que ceux qui regardent ça, ceux qui analysent, peuvent se faire d'autres lectures de cela. Comme si le papa est venu pour imposer cela. Parce qu'à la veille, son propre frère avait pris la parole en public pour donner un On ne va pas ultimatum. refaire le film, mais... Bon, on ne fait pas le film, Oui. mais je dis, attention, vous savez, nous parlons de la gouvernance locale. Exactement. Et il ne faut pas que les Camerounais pensent qu'il y a des Camerounais à part et des Camerounais à part entière. Moi, je ne suis pas de ce parti politique. On peut faire les grandes manœuvres avant. Et on peut les faire discrètement, sans que cela n'apparaisse au grand jour. Mais monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Moi, je connais monsieur le maire depuis très longtemps, comme militant de cette formation politique depuis la France. Il est venu ici, on l'a fait attendre. Et en toute humilité, il attendait toujours son moment. Les grands partis politiques peuvent faire leur choix de manière discrète. Quand on voit plusieurs personnalités de l'appareil politique se pointer dans la salle avec des enveloppes kaki et des petits plis, ça fait dissonance. On a l'impression que même en interne, chacun a son état-major et chacun veut proposer ses pions sur l'échiquier. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Nous demanderons aux responsables du RDPC de savoir être disciplinés eux-mêmes et d'organiser leur messe et leur grande manœuvre préalable. C'est pas au grand jour qu'on vient afficher ces dissonances. C'est pas au grand jour qu'on vient afficher ces choses-là. Parce que sinon, ça plombe. Nous parlons là du développement du Cameroun à la base. Nous ne parlons pas du développement d'un parti politique. Si les jeunes partaient des villages pour venir faire de la moto ou venir traîner à l'avenue Kennedy, c'est parce que le village n'est plus intéressant. Il faut ramener le développement au village. Et vous verrez local, oui. l'effet contraire se produire. Les gens partiront d'ici pour aller trouver la vie au village. D'accord. On ne joue pas avec ces choses-là. Parlons donc effectivement de ce développement local-là qui est prôné ici en parlant de la décentralisation. Me ferait Abakar, une décentralisation qui, selon nombreux, peine à réellement décoller à Cameroun. Oui, Muriel, d'ailleurs, nous avons consommé, pas comme du petit lait, les propos de Monsieur le maire. Parlant de cette décentralisation, il faut d'abord dire à la suite, justement, de Monsieur le maire que oui, le maire a bien expliqué qu'il faut tenir compte des réalités. Le parti, par exemple, d'abord, est confronté entre la voie démocratique et puis la prise en compte, justement, des réalités du terrain. Mais nous voulons dire que entre les investitures et les primaires, vraiment, monsieur le maire, il n'y a pas de débat à faire. On a choisi la démocratie. La démocratie, à ce moment-là, ce sont les primaires. Parce que là, on va dire que c'est... Et c'est justement ça qui fait problème, Muriel. Parlant de la décentralisation, vous voyez que on dit que nous avons choisi pour notre développement que ce qui peut permettre justement d'épanouir la population, c'est la décentralisation. Mais on trouve toujours des arguments pour justifier pourquoi non. Il y a un terme chez nous là, la progressivité. C'est à dose homéotypée qu'il faut. Non, si on a dit que les grands enjeux justement des élections régionales, c'est la décentralisation, nous pensons qu'il faut aller vers la décentralisation. Mais malheureusement, si on fait une analyse prospective, on peut bien dire qu'avec tout ce que nous voyons là, il y aura toujours des arguments pour justifier pourquoi la décentralisation ne sera pas véritablement effective, pourquoi la gouvernance ne deviendra pas véritablement locale. Parce qu'il faut le dire, même avec la mandature qui vient de s'achever, là au moins, à l'actif de ces gens, les présidents des conseils régionaux n'avaient pas tous les leviers en main, parce qu'il y a toujours quelque part un endroit où s'exerce le vrai pouvoir. Alors qu'on dit que tout doit être organisé. Vous avez suivi mon frère Fidel Castro s'interrogeait sur les réalisations. Et à ce propos-là, je ne vous coupe pas, je veux dire à Fidel Castro que là où se trouve le conseil régional, ça a été bâti par Gilbert Timevuna. C'est un bâtisseur. Le conseil régional du centre a déjà acquis des tracteurs, des engins, il y a un certain nombre de choses. Il faut le savoir. Ne dites pas que qu'est-ce qu'ils ont fait. Gilbert Timevuna n'est plus à présenter.
Vous savez ce qu'il a fait? Non, j'avais Là la où se parole. trouve le siège, là, C'est une parenthèse, c'est lui-même on qui va a la bâti reprendre, ce il y a pas de siège-là. souci. J'avais la On est parole d'accord. vraiment à la C'est une suite. parenthèse. Voilà, c'est une Justement, parenthèse. vraiment, pour une fois, nous ne sommes jamais d'accord avec le frère. Vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on va aborder notre question. On Mais va y parlant arriver. justement, là, c'était des lunettes scientifiques Oui. qui interrogeaient. Si on dit 5 ans, le conseil régional du centre était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas moi jusqu'à 10? Vraiment, à cette question, on n'a pas trouvé de réponse. Il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 en thème. Et le problème s'est posé même un peu partout. La question aujourd'hui de l'effectivité de la décentralisation, même monsieur le maire qui parle justement comme l'homme politique chevronné et couronné qu'il est, aura permis quand même de comprendre que cette décentralisation freine encore de 1000 pieds. Il y a des problèmes qui font que la décentralisation n'est pas encore effective au Cameroun. La gouvernance locale, on dit que c'est ça qui peut aider maintenant à porter justement le développement du Cameroun à son zénith. Mais vraiment, cette gouvernance locale est encore, nous n'avons pas tout le temps justement à questionner presque dans tous les sens. De ce point de vue, Muriel, on va dire les grands enjeux justement de ces régionats, c'est justement cette gouvernance locale, c'est la décentralisation, mais c'est également notre crédibilité démocratique. À ce niveau également, on peut dire, depuis l'organisation, une fois de plus, Fidel m'a rejoint là-dessus. Pourquoi fallait-il faire des élections comme on a vu la dite régionale, où on va avec les mêmes acteurs, alors que même la loi autorisait justement qu'il y ait de nouveaux conseils municipaux? Ça, c'était la loi. Mais on a choisi de violer la loi pour aller justement avec la même configuration, pour avoir des conseils régionaux qui finalement n'auront pas tous les leviers pour apporter le plein épanouissement pour tout le peuple. Et ce troisième enjeu qui pour nous est capital, la crédibilité démocratique, nous pensons que vraiment peut-être que à partant des conditionnalités que nous avons choisies là, vraiment il y a peu d'espoir justement à compter que ça soit cette gouvernance locale, la décentralisation, l'harmonisation, la crédibilité démocratique, vraiment, on peut rester dubitatif sur les résultats futurs qu'on va obtenir. À la fin, la seule chose qu'on a retenue pour nous, comme nous avons dit, c'est le fait que le frère, lui, n'est pas d'accord. Mais au sud, vraiment, le simple fait que de l'intérieur, les gens sont levés pour dire non. Le droit de contestation, il est propre au peuple. Vraiment, nous pensons que c'est la véritable avancée que nous, on a retenue. D'accord. Emmanuel Mbenoun, il faut dire quand même qu'on parle d'un transfert de compétences. On veut rapprocher ici l'administration des citoyens, la décentralisation au Cameroun. Comment est-ce que vous l'observez? Écoutez, je vous ai dit lors de ma première prise de parole que nous, au niveau de l'UDC, même de toute l'opposition, nous sommes arrivés à la conclusion que le parti au pouvoir est réfractaire à la démocratie. Vous voyez, nous parlons de la décentralisation. J'ai pu consulter quelques documents. J'indique que en Afrique du Sud, c'est 42% des compétences qui sont transférées aux régions. Ici au Ghana, à côté, c'est 32%. Nous sommes à 15%. Même les 15% là, on a de la peine à les appliquer. Or, nous savons très bien que j'ai entendu un candidat lors de la présidentielle dire que on pourrait affecter à chaque commune 1 milliard pour résoudre les problèmes basiques que sont l'eau, l'électricité, les routes. Je vous rappelle que pour aller chez moi, en Sanaga-Maritime, c'est la Croix et la Bannière. C'est-à-dire pour quitter de l'arrondissement de Ndom, arriver dans mon village, on paye presque le double du transport Ndom-Yaoundé. Donc, vous voyez, or, si les ressources sont au niveau de mairie, comme le maire nous le disait, ce sont ces communautés, n'est-ce pas, ces institutions qui savent que ici, il manque tel. Ici, le toit de l'école a été décoiffé par le vent. Il ne faut pas attendre Yaoundé. Et puis, il y a une autre chose, l'unicité des caisses, qui fait que l'argent doit quitter de la mairie, venir à Yaoundé, afin que c'est Yaoundé qui enlève encore pour toutes ces procédures-là encouragent la corruption, l'inertie et tout ce que j'ai suivi certains maires qui disent qu'ils ont des arriérés de salaire de 8 mois. C'est pas qu'ils ne produisent pas l'argent, mais parce que l'argent doit d'abord aller à la caisse centrale avant de revenir et ça. Et comme on disait tout à l'heure, le maire doit faire des démarches. Parce qu'il me disait en offre que pourquoi nous on n'a pas fait les démarches pour être au conseil régional. Et est-ce que ce que la loi institue, on doit encore faire les démarches pour avoir cela? Donc,
toutes ces choses mises ensemble font que la décentralisation est en trompe-l'œil. Elle n'est pas réelle. Et ça bloque, ça plombe le développement du pays comme nous tous nous le voyons. Hein, regardez notre capitale. Bon, j'ai entendu qui veut jouer les sapeurs-pompiers de M. Non, pas du Mais tout. moi, je vois la ville des... Selon vous, à ce jour, aucune selon vous, avancée Timmy n'a réelle pas de la travaillé. décentralisation, peut-être pas en pourcentage franchement, je souhaité, le mais vois. il n'y a pas Je- d'avancée. Vous ne pensez pas qu'il y a eu un pas qui a été marqué? Vous savez, le centre a 10 départements. Ce n'est pas seulement Yaoundé. Mais qu'on nous dise dans le Mbam où tu es originaire, qu'est-ce qui a été fait là-bas Allez en voir 5 ans? la voirie municipale. Non, parce Donc, que vous savez, entre on peut 1, 2 et 0, interroger. on peut relativiser. Il faut interroger. relativiser, hein. Il faut Moi, relativiser. franchement, j'ai vu un conseil régional qui a travaillé, celui d'Ingaoundéré. Ces gens-là, j'ai vu des réalisations. Et ils ont dit, ils n'ont pas pris l'argent qu'on leur a donné, les 5 milliards, pour payer les commodités, les bureaux et tout ça. Ils ont adressé les vrais problèmes que les gens, dont leur région a besoin. Donc, moi, je continue à penser, nous, à l'UDC, nous pensons que il faut que l'État... Alors, je vous cite l'État juste un lâche exemple. l'élève. Le conseil régional du centre vient de construire un abattoir. Mais un abattoir ici, là, c'est un abattoir. Un Un abattoir. abattoir. Un abattoir ici à Yaoundé. Hein? Ici à Yaoundé, parce que je vous ai dit, Pour ça. bien sûr, ici à Essos. Il faut relativiser. Il faut relativiser parce que dire que, et quand vous dites que c'est le RDPC, est-ce que Tiorma avait transféré les centimes aux collectivités? Je ne fais pas le procès des Dites, tirs. les citoyens, les Camerounais sont réfractaires à la décentralisation. C'est pas une affaire de parti politique. Il s'agit du développement local de tout le Cameroun. Ne dites pas, ça ne repose pas sur un seul parti Non, mais j'ai politique. dit que l'infrastructure y a des obstacles. législative qui est mise en place ne permet pas Mais à cette je vous décentralisation de je se vous prends déployer. un exemple tout à fait simple. Hein. Vous voyez, Madame Ketia Cortez, elle est ancienne maire de Bangante. Elle a des difficultés avec le maire de Bangante actuel. Notamment, la mairie de Bangante a des problèmes dans le sens du transfert des centimes additionnels et des compétences, alors que c'est des gens qui viennent de la même localité. C'est un problème camerounais. Nous aimons tous centraliser et concentrer les moyens et le pouvoir. C'est pas une affaire de parti politique. L'enjeu est que tous ces obstacles-là soient cassés et aplanis et que le développement puisse véritablement être impulsé. C'est le vœu de tous les par nos- Camerounais. Pour dans nos chuter, Emmanuel localités. Benon. On va donc attendre... Est-ce que c'est une affaire du RDPC? Vous savez, Toi, tu dis que c'est une affaire du RDPC. Écoutez, le plafond de notre développement est mis à 2035. Il nous manque combien d'années? Nous sommes en 2025, à peine une dizaine d'années. Comme quoi, une Vous pensez décentralisation donc que- accélérée. À l'allure où nous sommes là, nous allons atteindre l'émergence. Tout le boulot, Ce n'est qu'un slogan tout ce qui est fait par la mairie de Fumban et que j'apprécie beaucoup. Est-ce que ça a besoin d'attendre 2035? Je vois Madame le maire qui est mon amie. Elle travaille. Son époux travaillait aussi. Est-ce qu'elle a eu besoin d'attendre 2035? Le petit boulot que ce monsieur fait, parce qu'il y a des pistes rurales. Quand vous dites qu'on ne fait rien, moi je vois en vous Natemeng travailler dans Oui, les mais pistes il faut rurales, qu'on leur donne pistes davantage de cacaoyères. moyens. Pour chuter, Mais c'est ce que Emmanuel nous Benon, disons. on va pour avancer. qu'il puisse Oui. vraiment se déployer. Moi, je sais que le maire est capable de faire, à travers sa volonté, beaucoup de choses. Mais il est bloqué. Il nous dira hein, s'il est bloqué ou pas. Ne parlez pas pour lui. D'accord. Non, non, mais il est passé dans les médias, j'ai vu. C'est des choses qui ont été dites, pas seulement pour lui seul. On veut mais pour chuter, d'autres donc pour élus, vous, ce parmi n'est pas au rythme lesquels souhaité. même la maire de Fumban. D'accord. Fidel Castro, vous voulez renchailler tout à l'heure. La décentralisation au Cameroun. Je voudrais dire que le problème de la décentralisation, il faut d'abord comprendre la genèse de la décentralisation au Cameroun. Parce que la décentralisation arrive à son essence de la Constitution de 1996, d'ailleurs, dans son alinéa premier qui dit « Le Cameroun est un État unitaire décentralisé ». Et nous nous en sommes arrivés là parce que c'est le fruit, lorsque nous sortions de la crise des élections de 92 et de 93, c'est ce qui a conduit à cette nouvelle forme de la République du Cameroun, qui est la décentralisation. Mais voyez-vous, si je vous dis 96, j'ai pas été très fort en mathématiques, mais entre 96 et 2025, ça fait 29 ans. 29 ans aujourd'hui, je pense que si j'avais un enfant, j'avais donné naissance à un enfant, 29 ans après, si je lui demande que qu'est-ce que tu as fait de ta vie, c'est moi le problème. Parce qu'à 29 ans, l'enfant doit déjà être capable de s'assumer lui-même. Si aujourd'hui on vient nous dire qu'il y a encore des rouleaux d'étranglement,
C'est simplement parce que celui-là qui a la possibilité de donner à l'enfant la vie n'arrive pas à lui donner cette vie-là. Je le traduis de manière simple. Celui qui a créé la décentralisation, Roger peut faire ce qu'il peut faire, mais c'est très bien que c'est le pouvoir en place qui a créé la décentralisation. Mais aujourd'hui, si cet enfant-là, qui freine de 4 fers, pour que ne soit pas déployé. si ce pouvoir, si ce père-là, Madame Muriel, vous êtes allée à l'école, celui qui vous envoie à l'école, Un après l'autre, on pourra se comprendre mieux. celui qui vous envoie à l'école, c'est votre père. Celui qui vous donne les moyens d'aller à l'école. Et puis, faisons un calcul mathématique. L'école primaire, c'est 7 ans. Le lycée, c'est 7 ans, ça fait 14 ans. Donc, pratiquement, à 25 ans, vous êtes capable de travailler. Bien sûr. Et quand on vient poser la question à votre père, pourquoi cet enfant n'est pas là à l'école, il vous dit que c'est parce que j'ai acheté un tracteur, j'ai acheté une voiture. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. 29 ans après, hier encore, je crois que c'était vendredi, je peux me tromper, monsieur le maire va me corriger tout à l'heure, il y a eu les assises du Conseil national de la décentralisation présidé par monsieur le Premier ministre, Chief Dr John Gouté. Mais vous vous posez la question, mais nous sommes encore dans des histoires de commission, de conseil, alors qu'on a des choses concrètes. Je prends un exemple qui concerne tous les Camerounais. Il y a un transfert de compétences au niveau de l'éducation de base. Monsieur le maire est assis. Il sait que c'est un échec total. Bien sûr. C'est un échec catastrophique. Mais on l'a su. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, les énièges recrutaient directement. Ils allaient directement à la fonction publique. Après, on a inventé cette histoire des maîtres d'école. Les maîtres d'école. C'est-à-dire qu'ils seront gérés par les mairies. Vous envoyez des enfants à la formation, vous dites qu'ils seront gérés par les mairies. Mais qu'est-ce qu'on a donné aux maires pour pouvoir payer ces maîtres-là? Aujourd'hui, demandez à monsieur le maire, dans sa commune, combien de maîtres d'école il a recruté? Combien ils sont payés? Est-ce qu'il a reçu les moyens pour pouvoir le faire? En réalité, la définition que je donne, la décentralisation est la gestion des intérêts propres d'une localité par les personnes de cette localité-là. Quels sont les moyens qu'on remet? Lorsqu'on Roger me parle des centimes additionnels, vous voulez vraiment qu'on questionne d'abord, la disponibilité de ces centimes additionnels et encore leur réception par les différents exécutifs municipaux. Il me dit que, monsieur Gilbert, vous voyez, et c'est ça le danger. Nous parlons de conseil régional du centre. On vous dit qu'on a acheté 2 tracteurs. On vous dit qu'on a construit l'abattoir à Yaoundé. Mais monsieur Roger qui est de Képi... pas le transfert du ministère de l'élevage. C'est mon temps de parole. Non, quand vous dites que rien n'est fait. C'est mon temps de parole. Vous pensez que l'originaire... Vous pensez que... S'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous pensez que moi qui suis originaire de la Mofoué à Famba, si je prends un village, un combat si chez moi, je ne connais même pas si le conseil régional existe. Je vais prendre mon frère d'Ngambé. Je vais prendre mon frère d'Ezeka. Vous venez nous parler qu'on a cité 2 tracteurs. Je voudrais qu'on soit sérieux. Ce que je demande, et c'est par là que je vais terminer, c'est pour dire simplement que 29 ans après, lorsqu'on fait l'évaluation, il faudrait qu'on soit froid pour dire que la décentralisation au Cameroun trouve un problème, et ce problème se trouve au niveau de la forme de notre fonctionnement. Il faudrait que l'État comprenne que pour que monsieur le maire puisse faire son travail, il faudrait qu'on lui donne ce que la loi a prévu et ce que eux-mêmes se sont fixés comme objectif. D'accord, finalement, un quinquennat avec beaucoup de défis. Monsieur le maire, des nouveaux visages parmi les présidents des conseils régionaux, mais également beaucoup d'attentes au sein des populations. La décentralisation qui continue de faire débat au Cameroun. Oui, c'est beaucoup de choses ont été dites. Alors, la décentralisation, c'est un processus d'abord politique. Et je pense que l'une des premières erreurs que nous commettons, c'est de ne pas assez politiser ce processus. C'est-à-dire que nous avons abandonné la décentralisation à l'appareil technocratique. Oui. Nous, les élus locaux, on se bat autant que possible. Nous allons aux réunions. Nous, effectivement, vendredi dernier se tenait le Conseil national de la décentralisation présidé par le Premier ministre. Mais les problèmes qui ont été soulevés là-bas, c'est-à-dire la mise en œuvre de la fiscalité locale, dont la loi date d'1 an, et qui avait donc été prise en compte dans la loi de finances. Effectivement, en 2025, les conseils régionaux avaient déjà une fiscalité dédiée. Et ces conseils régionaux espéraient qu'au moins à la dernière année de mandature, ils pourront faire quelque chose avec cette fiscalité qui est connue
qui est précise, qui a été recouvrée par l'État et dont les conseils régionaux n'ont reçu aucun franc. Les communes, pareil. Nous avons reçu jusque-là l'IGS, qui est la principale impôt synthétique qu'on a créée pour les communes et qui devait donc au moins doubler les recettes fiscales des communes. Nous n'avons reçu pour l'instant que 3 mois pour des raisons techniques ou technocratiques. 9 mois n'ont pas encore été reversés. Donc, et là, c'est le niveau technocratique qui bloque. Technique ou technocratique, c'est la même chose. Donc, et le politique se retrouve démuni. Le Premier ministre, et là, on a pris des résolutions avant-hier, mais qui va mettre en œuvre? Ce sont les mêmes qui bloquent. Bon, un autre aspect qui a été abordé lors de ce conseil national, les crédits transférés des ministères. Lorsque nous avons décidé de transférer certaines compétences des ministères vers les CTD, que ce soit les conseils régionaux de communes, ces compétences s'accompagnent de moyens. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre en charge, moi, au niveau communal, le centre de santé intégré. Et on sait que ce sont les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé qui le disent que 80% des problèmes de santé pourraient être résolus si les centres de santé intégrés au niveau de la base, la santé primaire, si ça fonctionnait bien. Or, ça ne fonctionne pas du tout actuellement. Et c'est pour ça que vous retrouvez des urgences graves qui viennent des villages directement vers des hôpitaux de référence. Mais si on avait pris en charge cette eau, il n'y aurait pas et ces dépenses et ces urgences vitales. Mais malheureusement, nous ne recevons pas assez de ressources. Alors, on a dit au ministère de la Santé, vous devez transférer ce que vous pensiez utiliser avant pour la santé primaire aux communes pour gérer et aux centres de santé, ce qu'ils appellent les CMA, les centres de santé d'arrondissement, et les hôpitaux de district aux conseils régionaux. Mais si ces deux niveaux de décentralisation ne reçoivent rien et que le ministre gère toujours en grande partie directement ses ressources, vous avez des centres de santé aujourd'hui qui écrivent au ministre et la directrice des ressources financières et matérielles, la gestion matérielle du ministère règle ces problèmes, ce qui ne relève plus de la compétence du ministre. Donc ça pose un sérieux problème. Et on a donc demandé, ça vaut pour l'entretien routier, ça vaut pour l'eau potable, ça vaut pour l'électricité, ça vaut pour les écoles. Mais on a demandé à ces ministères, le président de la République, pour préparer le budget de 2026, a écrit et signé dans sa lettre circulaire que tous les membres du gouvernement, pour ces crédits qui doivent aller, qu'ils appliquent la nouvelle méthodologie en fonction des besoins que les maires ont manifestés. On nous a dit de cocher 5 compétences prioritaires. Et donc, ces 5 compétences devaient être financées. Mais le Premier ministre a rappelé ça aux membres du gouvernement. Mais figurez-vous que lors des conférences budgétaires où j'ai représenté personnellement les maires, près de la moitié des ministères ont refusé carrément de l'appliquer. Et que disent les technocrates? Le DAG va dire au ministre ou le directeur des ressources financières, mais ces gens veulent gérer votre budget à votre place. Mais il ne s'agit pas du budget du ministère. Il s'agit des budgets des CTD. Et vous voyez donc d'où viennent les résistances. C'est-à-dire que les gens pensent que l'argent public, on doit le gérer. Dès qu'on a un décret, on le gère comme on le veut, on envoie aux petits copains, on envoie aux petits amis. Et donc, lors du dernier conseil vendredi, on a réitéré le Premier ministre. J'espère que cette fois-ci, pour 2027, ça sera strictement appliqué. Heureusement, il y a d'autres ministères qui ont appliqué à la lettre la réforme. Ce qui veut dire que c'est applicable. Tout à fait. Il y a plus de la moitié des ministères ont à la lettre appliqué selon les besoins de la base. Mais monsieur le maire, dénoncez ceux qui ne veulent pas les appliquer. On les connaît, il y a eu la presse en a parlé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, tous ces ministères, on les connaît. Et ce qui a confirmé notre idée reçue par rapport à la technocratie, c'est que vous avez un ministère qui est dirigé par un même ministre. Le même ministre assure l'intérim dans un deuxième ministère. Vous savez qu'il y a des ministères par intérim. Alors, le même ministre applique à la lettre dans un ministère la réforme. Dans l'autre ministère, les technocrates lui disent que non, monsieur le ministre, bon, je ne sais pas ce qu'on lui a dit, et c'est tout à fait à l'opposé.
D'où la conclusion que ce sont les technocrates du deuxième ministère qui ont bloqué. Parce que dans son qu'il ministère... n'est pas aussi titulaire, il a peur de prendre Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est que la technostructure est assez puissante et impose les décisions. Et c'est pour ça qu'il faut politiser le processus de décentralisation. Est d'abord un processus politique. C'est une décision politique et il faut que les politiques s'imposent à l'appareil technocratique qui bloque. Vous voyez que en 2017, il y a des ministères qui transféraient pour des projets communaux une certaine somme. Lorsqu'on a dit, à partir de 2019, la loi portant code général, vous allez, ces compétences ont même augmenté, transférer un peu plus. Mais vous allez voir de 2017 à 2025, le budget d'investissement de ces ministères a diminué de moitié. Parce qu'on dit, bon, si c'est pour transférer, autant faire autre chose avec cet argent. Et donc, ça pose effectivement un problème de développement local. Vous avez des compétences aujourd'hui, et c'est ça qui a coûté le prix que ça a coûté au président, à notre candidat à l'élection présidentielle. Vous avez des compétences aujourd'hui, parce que quand on dit compétences, c'est un mot technique, mais ce sont les besoins des populations, de nos populations. C'est ça. Et donc, quand vous avez des compétences qui ne sont pas exercées sur le terrain, ça veut dire que dans ce domaine, nos populations sont abandonnées à elles-mêmes. Vous avez pris l'éducation de base. Le ministre, il se bat. Mais vous voyez les besoins en ville, par exemple. En ville, il a une idée de construire des complexes scolaires pilotes. Bon, normalement, à l'époque, en 85, quand on a construit l'école bilingue de Bastos, c'était un projet pilote et toutes nos grandes villes devraient avoir des complexes pareils par dizaines. Douala, Yaoundé principalement. Mais on a passé combien d'années? Presque 40 ans sans plus construire de tels complexes. C'est aujourd'hui que le ministre revient avec cette idée, mais entre-temps, dans nos grandes villes, l'État a abandonné totalement l'éducation maternelle et l'éducation primaire au secteur privé. Je n'ai rien contre le secteur privé, ça permet de supplier, mais l'école républicaine devient absente. Elle est absente. Évidemment, ça coûte cher. Quand vous prenez une jeune fille sans emploi, qui a 2 enfants au primaire, elle va trouver 400 000 euros pour payer le truc. Donc, ça pose un problème, un sérieux problème social. Et c'est là où les technocrates doivent comprendre que une compétence non exercée, ce sont des populations qui sont abandonnées à elles-mêmes sur le terrain. Mais que fait monsieur le maire, que fait le président, le parrain de la décentralisation? L'horloge qui tourne, on va capitaliser chaque minute, pourquoi pas. Voilà, on remarque plusieurs goulots d'étranglement à cette décentralisation-là. Des textes qui sont écrits, mais qui tardent à être appliqués. Beaucoup de résistance au changement. Mais vraiment, comme les autres ont beaucoup parlé, je voulais dire un mot sur les conseils régionaux. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que les conseils régionaux n'ont rien fait. Parce que les conseils régionaux, et c'est ça même l'idée de la décentralisation, on leur a fait une dotation de 3 milliards. Mais vous allez voir, tous les 10 conseils régionaux ont pris cet argent pour essayer de montrer que ils ont de la volonté. Ils ont la volonté. Moi, j'ai évoqué les problèmes du lycée d'Otélé. Bon, on m'a répondu, le lycée de Ngoumo est en train d'être réhabilité. C'est pas des crédits. Non, c'est le conseil régional qui a pris sur lui avec ce qui était dédié au fonctionnement pour dire je montre que je peux et voilà mon idée des établissements techniques. Et le président a initié cela au lycée technique de Ngoumoya. On est très content. Mais sauf que il y a une centaine de lycées techniques dans la région du centre. Donc il faut 10 fois plus d'argent pour régler tout ce problème. D'accord, on va sortir, pourquoi pas, de cette thématique-là avec un dernier tour de table, avec des chiffres. Selon vous, à quel niveau, à quel pourcentage d'exécution se trouve la décentralisation au Cameroun, des chiffres comme ça? Donc, comment est-ce que vous le percevez? Emmanuel Mbenoun. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais à vue d'œil, la décentralisation, elle est encore à minima. C'est-à-dire que si on pouvait donner un chiffre, c'est moins de 10%. Moins de 10% selon vous. D'accord. Méfiré Abakar. Oui, scientifiquement, Muriel, on dit que d'un point de vue statistique, pour qu'on accepte un résultat, il faudrait qu'on soit à 70%. Et les faits sont clairs. Vraiment, je suis tenté d'être d'accord avec le frère Bemoun. Vraiment,
les résultats parlent d'eux-mêmes. On est maximum à 10% pour être maximum indulgent. 10% pour Maximum voir. D'accord. 10%, on peut trouver tous les arguments Avec de comme monsieur le l'indulgence, maire et son d'accord. voisin essaie de le faire, mais commençant par les conseils régionaux, Muriel, on n'est pas à 10%, on est au plus à 10%. Au plus à 10%. Fidel Castro. Si l'on en vient aujourd'hui à questionner la forme de l'État du Cameroun, débat qui était au sujet en 92, et qu'aujourd'hui on en vient encore à questionner la forme du Cameroun, et que les gens continuent à parler de fédéralisme, de communautarisme et comme ça, c'est bien parce qu'il y a eu un échec quelque part. L'échec qu'il y a eu quelque part, c'est au niveau de la constitution de l'État unitaire décentralisé. J'ai la forte impression, je peux me tromper, que nous sommes restés dans l'hyper-unicité de l'État. Et si nous sommes restés dans l'hyper-unicité de l'État, ça voudrait dire que, en réalité, pour moi, nous sommes à moins 2. Moins 2, carrément. Roger Kiek. Oui, mais vous savez, c'est un processus. C'est un processus. Même en France, hein, c'est le mot magique. jusqu'à récemment encore. Finalement, Non, je dis 30 même ans en après, nous sommes toujours dans le processus. La France, Permettez, elle n'a pas chacun son été point de bradée. vue, Je on vous en respecte, prie. hein, c'est le divergence débat, hein. d'opinion, c'est le débat. C'est un Roger processus. Kiek, oui. Et vous comprenez que j'avais raison de dire que c'est pas la volonté qui a manqué. La volonté Elle ne suffit pas. des autorités Mais elle y est. publiques. C'est pas le président de la République qui a Questionnable. bloqué. C'est pas le premier ministre qui bloque. Les comportements des gestionnaires de crédit, il a appelé la bureaucratie tout à l'heure, la technostructure, elle est comme ça. Elle est comme cela. Mais qu'il est Il nous. faut donc politiser. Vous savez, la plupart de nos fonctionnaires, même des ministres, ne sont pas politisés. C'est pas des hommes politiques. On n'a pas le souci de sécréter le bien-être de la collectivité. On sécrète soi-même son propre bien-être, mais pas le bien-être de la société. Nous devons savoir ce que nous voulons. Parce que le Cameroun et les Camerounais retiendront cela de nous. Il faut aller générer le bien-être dans ces localités. Non, je crois que on peut être vraiment, on peut être dans les 16%. Hein, les 16%, parce que l'idée est là. D'accord, Moi, on a eu le chiffre. je suis allé à Ebolova. Quelques secondes, oui. Je suis allé à Ebolova. Le président du conseil régional qui vient de partir, ça je ne le stigmatise pas. Oui. Il a reçu de l'argent pour Le président moderniser V. le lac. C'est un grand frère. Mais quand je suis allé voir ce lac-là, Le lac est- on a seulement désherbé le lac. D'accord, on a pris le chiffre pour vous, 16%. C'est pas parce qu'on n'a pas donné. Roger Kiek, on Je va dis, poursuivre les nous débats devons sur cette nous-mêmes thématique. jouer le Pardon, jeu. permettez- Les Camerounais doivent jouer le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu D'accord. pour que ça Surtout le avance. président. Monsieur le maire, finalement, qu'est-ce que les populations doivent retenir? président. La décentralisation est en bonne marche ou alors beaucoup de goulot d'étranglement, ça piétine? On a pris beaucoup d'avance au niveau de l'élaboration des textes. Il en manque encore. Mais au niveau de l'application des dix textes, il y a beaucoup de forte résistance. Et c'est pour ça que le politique doit prendre ses responsabilités face aux technocrates qui bloquent la décentralisation. D'accord, voilà ce qui est dit par rapport à cette première thématique annoncée en amont dans ce programme. On va prendre une transition et on revient. Pour la deuxième, on parlera football. Cannes 2025 au Maroc, l'ouverture, c'est aujourd'hui, bien évidemment.